Bonjour et bienvenue à ce webinaire intitulé du premier symptôme au diagnostic, comprendre et s'orienter. Mon nom est Iba Hamoud et je suis directrice par intérim du développement des services chez Parkinson Québec. Donc, ce soir, on aborde ce sujet qui constitue une étape importante dans le parcours d'une personne qui est atteinte de la maladie de Parkinson. Notre objectif sera d'abord de mieux comprendre les premiers symptômes et les premiers signes de la maladie de Parkinson. Ensuite, nous allons démystifier le processus qui mène au diagnostic. Et finalement, nous allons explorer des outils, des astuces ou encore des ressources qui peuvent être utiles à la suite d'un diagnostic. Comme vous le voyez encore une fois aujourd'hui, nous sommes dans un format différent, donc nous sommes en présentiel avec notre invitée experte. Nous diffusons en direct d'un studio. D'ailleurs, j'aimerais prendre cette opportunité pour remercier la Fondation Mirella et Lino Saputo ainsi que Dessercom pour leur généreux soutien financier. Merci infiniment d'avoir rendu ce webinaire dans ce format disponible et possible ce soir. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que tout au long du webinaire, vous allez pouvoir poser vos questions. Vous avez tout simplement à cliquer sur l'onglet Q&R qui se trouve au bas de l'écran. Je vous rappelle également que le webinaire sera enregistré et rediffusé dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube. Et maintenant, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir avec moi en studio la docteure Madeleine Sharp. Docteur Sharp est neurologue et clinicienne chercheuse spécialisée dans les troubles du mouvement de l'Institut neurologique de Montréal de l'Université McGill. Elle s'intéresse particulièrement aux symptômes cognitifs et comportementaux des maladies neurodégénératives, dont la maladie de Parkinson, et elle cherche à mieux comprendre les différents profils qui sont associés à la maladie en tenant compte de facteurs comme la génétique, la physiopathologie, les comorbidités et les déterminants sociaux. Dr. Sharp, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup, je suis vraiment heureuse d'être ici. Donc, avant de parler du diagnostic ou du processus du diagnostic comme tel, j'aimerais qu'on prenne un moment pour mieux comprendre les premiers symptômes. On sait qu'il y en a certains qui commencent parfois bien avant le début ou le diagnostic ou même le début des symptômes plus moteurs. Donc, ma première question pour vous, ça serait quels sont les premiers symptômes justement de la D'accord. maladie? Alors effectivement, c'est une question qu'on reçoit aussi beaucoup en clinique, mais je pense que c'est important de distinguer les symptômes qu'on croit être vraiment clairement les symptômes de la maladie de Parkinson et qui mènent au diagnostic spécifiquement de la maladie, et les symptômes qui sont précurseurs et qui peuvent précéder le diagnostic de la maladie de Parkinson, mais qui ne sont pas nécessairement seulement dus à la maladie de Parkinson, qui pourraient aussi représenter quelque chose d'autre et donc qui, seuls, ne pourraient pas mener au diagnostic de la maladie de Parkinson. Alors, les symptômes qui mènent au diagnostic de la maladie de Parkinson sont les symptômes moteurs. C'est qu'encore une maladie qui est diagnostiquée sur la base des symptômes moteurs. Et ça représente probablement justement le fait que ce sont les symptômes moteurs qui sont les plus uniques à la maladie de Parkinson. Ces symptômes-là moteurs sont la lenteur dans les mouvements, la rigidité dans les mouvements, puis ça, c'est la rigidité que nous, on examine dans les muscles, mais ce n'est pas une maladie de muscles, c'est vraiment une question de contrôle des mouvements. Donc, c'est le cerveau qui mène à cette rigidité-là dans les mouvements. Et le troisième symptôme clé, c'est le tremblement au repos. Mhm. Alors, je pense qu'on va revenir un peu à ça, exactement comment on pose le diagnostic. Alors ça, ce sont les symptômes qui sont les symptômes qu'une personne pourrait commencer à remarquer. C'est sûr qu'un symptôme comme le tremblement au repos, c'est un symptôme qui se note plus facilement parce qu'un jour, on ne tremble pas et un autre jour, on peut tout d'un coup noter un tremblement au repos. Et il y a très peu d'autres, en fait, vraiment pas d'autres maladies qui peuvent clairement mener à un tremblement au repos. Mhm. Alors ça, c'est vraiment un symptôme unique à la maladie de Parkinson, mais on va y revenir. Ce ne sont pas toutes les personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui ont un tremblement au repos. Alors, un des symptômes, tremblement au repos. Un autre symptôme, rigidité.
Ça, c'est un symptôme qui est plus difficile pour les... C'est rarement un symptôme que les gens vont rapporter. Alors, on demande rarement en première évaluation, sentez-vous de la rigidité dans vos mouvements. Par contre, la lenteur, ça, c'est un symptôme que les gens vont peut-être commencer à noter. Puis moi, la façon que je l'entends, que les familles me le racontent ou que les patients me le racontent, c'est j'ai l'impression d'être un peu plus lent à la marche, où on allait marcher toujours, j'allais toujours marcher avec mon conjoint ou ma conjointe, et maintenant, je tombe derrière. Des fois, c'est aussi au niveau de la routine du matin ou un moment de la journée ou un genre de mouvement qu'on a l'habitude de faire et on a une idée de la longueur de temps que ça nous prend, puis tout d'un coup, les choses nous prennent un peu plus de temps. Alors, des fois, ce qu'on va poser en clinique, c'est avez-vous noté justement que votre routine du matin ou la routine d'hygiène, le matin ou le soir, prend un peu plus de temps que ça prenait avant? Alors ça, c'est la façon que les gens vont noter la lenteur des mouvements. Mais le plus facile à déceler, c'est effectivement le tremblement au repos. Alors ça serait les premiers symptômes, puis la façon qu'on peut le noter. Puis tremblement au repos, ça veut vraiment dire comme la position qu'on va souvent décrire en clinique pour essayer de déceler si c'est présent. C'est quand vous êtes au repos, en train d'écouter la télé le soir, pas particulièrement actif. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a un tremblement qui ressort? Ou est-ce que quelqu'un a noté un tremblement au niveau du pied, justement peut-être quand vous êtes assis à la table ou encore une fois assis devant la télé? C'est des moments où on est vraiment au repos, puis finalement, il n'y en a pas tellement des moments où on est vraiment au repos au cours d'une journée. Peut-être une petite note de plus à dire à cet égard-là. Un des moments où on va noter le tremblement chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, c'est aussi durant la marche. Parce qu'il y a quelque chose avec le ballottement du bras qui est aussi c'est pas exactement un moment de repos ou un mouvement au repos, mais c'est un mouvement où le bras n'est pas actif de façon voulue. Alors, le tremblement ressort aussi durant ce mouvement-là. Okay. Alors ça serait les premiers symptômes moteurs. Et il y a d'autres symptômes qui peuvent précéder la maladie de Parkinson ou qui peuvent être présents aussi au moment du diagnostic. Alors, il peut y avoir des changements au niveau du sommeil, la régularité du sommeil, le niveau auquel le sommeil est restaurateur. Il peut y avoir aussi une description de mouvements durant le sommeil on pense que ça représente des mouvements durant les rêves. Des changements au niveau de l'odorat, des changements d'humeur. Mais déjà, là, vous pouvez voir que les changements d'humeur, ça serait difficile de poser un diagnostic de Parkinson seulement au niveau de changements d'humeur ou une augmentation du niveau d'anxiété, parce que ce sont des changements qui peuvent avoir lieu pour toutes sortes de raisons autres que la maladie de Parkinson, mais ça fait partie des symptômes précoces de la maladie de Parkinson. Précoce, oui. Et quand on dit précoce, là, c'est combien de temps environ avant l'apparition des symptômes moteurs? Alors, dans les études qui ont été menées puis qui ont pu évaluer des cohortes de personnes dans les décennies même avant l'apparition ou avant le diagnostic officiel de la maladie de Parkinson, il y a certains changements qui ont été notés justement dans les décennies qui précèdent le diagnostic. Alors, la constipation, les changements au niveau du sommeil, comme je parlais, le sommeil paradoxal. Le trouble du sommeil paradoxal, c'est bien ça, hein? Exact, le trouble du sommeil paradoxal. Les changements aussi au niveau de l'odorat. Mais plus on remonte en arrière, plus c'est difficile de faire le lien spécifiquement avec la maladie de Parkinson. Alors, la maladie de Parkinson n'est pas la seule raison pour la perte d'odorat. Puis comme vous pouvez vous imaginer, dans le contexte de la maladie COVID, tout d'un coup, il y avait beaucoup plus de descriptions de perte d'odorat. Et ces pertes-là d'odorat ont peut-être eu lieu chez quelqu'un avec la maladie de Parkinson, mais pas nécessairement à cause de la maladie de Parkinson. Oui, exactement. Et ces symptômes-là, est-ce que ce soit les symptômes moteurs ou les symptômes précurseurs, est-ce que ce sont les mêmes pour tous? Non, ça aussi, c'est très intéressant parce que normalement, on s'imagine que la façon que la maladie progresse dans le cerveau, c'est quand même assez stéréotypé. Donc, c'est la progression, l'évolution de la maladie au niveau du cerveau et on présume qu'elle est généralement assez similaire chez tout le monde. Alors, j'imagine que je sais en fait que vous avez eu d'autres webinaires sur la pathologie puis ce qui se passe vraiment au niveau du cerveau, mais différentes parties du cerveau sont plus ou moins probablement affectées par la maladie de Parkinson. Alors, si on prend par exemple les maladies moteurs, qui sont les symptômes moteurs, désolé, qui sont les symptômes qui répondent bien au remplacement de la dopamine, ces symptômes-là sont, où on présume, et on a des bonnes raisons de croire que ces symptômes-là sont dus justement à la perte de neurones dans les régions du cerveau qui produisent la dopamine.
Et ces symptômes-là sont présents par définition chez toutes les personnes avec la maladie de Parkinson. Il y a d'autres parties du cerveau aussi qui sont affectées, dont la partie du cerveau où les neurones produisent la norépinéphrine, où les neurones produisent la sérotonine, ce qui explique, on pense, ou explique au moins en partie l'apparition de symptômes au niveau de l'humeur. Mais il y a quand même de la variabilité d'une personne à une autre au niveau du degré d'implication dans le cerveau de la pathologie du Parkinson. Et il y a d'autres facteurs au niveau du cerveau qui influencent probablement aussi la façon qu'on manifeste les symptômes. Alors, il y a effectivement beaucoup de variabilité d'une personne à une autre. Et par exemple, comme je disais plus tôt, il y a environ 30% des personnes avec la maladie de Parkinson qui n'auront jamais un tremblement au repos, malgré qu'on pense que, ou généralement les gens s'imaginent que le tremblement au repos, c'est vraiment le symptôme et le signe qui définit la maladie de Parkinson. Ouais. Et donc, vous en avez parlé un peu en répondant à cette question, mais si on peut expliquer pourquoi justement ces symptômes apparaissent, là, vous en avez parlé un peu, peut-être juste décrire un peu plus en détail. Alors, j'ai parlé de la région du cerveau, la substance noire, où il y a les neurones qui produisent la dopamine. La dopamine est importante pour toutes sortes de choses, principalement le contrôle des mouvements à cause des régions du cerveau où ces neurones-là projettent. Il y a la région du cerveau qui produit la sérotonine. Alors, on sait que la sérotonine, c'est important pour le contrôle de l'humeur, puis ça peut être lié à l'anxiété ou aux problèmes de dépression. Alors, ça aussi, ça peut être impliqué dans la maladie de Parkinson et quand même assez tôt, ainsi que les régions du cerveau, la région du cerveau qui produit la norépinéphrine. Et on pense que ça, c'est en lien aussi avec l'apparition des symptômes du trouble du sommeil paradoxal. Et la façon que la pathologie au niveau du cerveau évolue, c'est que ça commence dans ces régions qui sont quand même assez restreintes. Et avec les années, avec les décennies, l'aspect au niveau du cerveau qu'on croit contribue à la maladie de Parkinson, alors c'est l'accumulation des protéines anormales, l'alpha-synucléine. Ça se répand au niveau du cerveau et dépendamment des régions du cerveau qui sont affectées, il y a une présentation d'un symptôme, que ce soit moteur, cognitif, au niveau de l'humeur. OK. OK, excellent. Et maintenant, dans le fond, on a parlé un peu des premiers symptômes, on comprend mieux. J'aimerais qu'on s'oriente vers le processus du diagnostic en tant que tel. Question très générale, comment se pose typiquement un diagnostic pour la maladie de Parkinson? Alors, le diagnostic de la maladie de Parkinson, ça demeure un diagnostic clinique. Présentement, il peut y avoir des tests, puis on va en reparler un peu plus tard, qui peuvent des fois venir soutenir un diagnostic, mais c'est vraiment une évaluation clinique qui est basée sur la présence de certains symptômes quand on prend l'histoire de la personne atteinte de ces symptômes-là et aussi de la présence de certains signes au niveau de l'examen. Alors, pour poser un diagnostic de la maladie de Parkinson, il faut avoir de la lenteur au niveau des mouvements. Alors, pour les personnes dans l'auditoire qui ont déjà assisté à un rendez-vous avec un neurologue, on fait des tests de motricité où on demande aux gens de taper avec leurs doigts ou taper avec leurs pieds. Puis c'est ça qui nous permet de voir s'il y a une certaine lenteur au niveau des mouvements. On observe pour le tremblement au repos et on fait l'examen pour la rigidité. Alors ça, c'est quand on fait les mouvements avec les bras puis avec les jambes, voir s'il y a une certaine rigidité dans les muscles suite à la maladie de Parkinson. Et avec la présence de ces signes-là à l'examen, c'est ce qui nous permet de poser un diagnostic de Parkinson. Il faut aussi qu'on puisse être assez certain que la présence de ces signes-là à l'examen ne soit pas due à quelque chose d'autre. Alors, si quelqu'un avait eu un ACV important qui pourrait potentiellement impliquer les mêmes régions du cerveau qui sont impliquées par la maladie de Parkinson, ça nous empêcherait de poser un diagnostic de façon si simple de la maladie de Parkinson. On recherche au niveau de l'histoire de l'individu aussi une description de symptômes qui évoluent lentement avec le temps. Alors, tout ça pour dire que c'est vraiment un diagnostic qui est posé suite à l'historique et suite à l'observation de signes à l'examen. Ouais. Et le diagnostic définitif demeure encore un diagnostic qui se pose au moment du post-mortem, alors basé sur l'autopsie, l'examination du cerveau pour voir si on retrouve dans le cerveau des signes comme quoi les neurones qui produisent la dopamine ainsi que d'autres régions du cerveau contiennent ces anomalies-là dont on parlait
les corps de Lewy qui contiennent la protéine qui est devenue anormale dans le contexte de la maladie de Parkinson. OK. Et c'est seulement comme ça qu'on peut poser un diagnostic définitif de la maladie de Parkinson. Alors, on reconnaît qu'il y a des fois une certaine incertitude au niveau du diagnostic, mais les études ont aussi démontré que les gens qui ont de l'expérience pour poser le diagnostic, donc généralement les neurologues, et c'est sûr les neurologues qui sont spécialisés en troubles du mouvement, que la capacité à poser un diagnostic précis est quand même très bonne. OK. Et vous aviez mentionné que, bon, ça prend les symptômes de rigidité, de lenteur et de tremblement, mais tous ne l'ont pas. On peut quand même poser, si je comprends bien, on peut quand même poser un diagnostic, même si on n'a pas les trois ensemble. Exactement. OK. Oui. OK. Et est-ce qu'il y a des tests qui sont nécessaires pour obtenir un diagnostic? Là, vous avez parlé des tests un peu plus moteurs, peut-être. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais est-ce qu'il y a des tests comme des scans, par exemple, ou un test comme ça qui peut vraiment venir confirmer le diagnostic sans l'ombre d'un doute? Il n'y a aucun test qui est utilisé pour diagnostiquer la maladie de Parkinson sans être supporté par une évaluation clinique. Il y a des tests qui peuvent, alors dans le sens inverse, il y a des tests qui peuvent des fois venir supporter un diagnostic de maladie de Parkinson et on va se pencher sur ces tests-là habituellement quand on a justement au niveau de l'évaluation clinique un certain doute. Alors, les patients s'étonnent souvent du fait qu'on ne fait pas de scan du cerveau pour une maladie qui est à l'origine d'une maladie du cerveau, mais un scan comme un CAT scan, un CT scan ou un IRM, alors une résonance magnétique du cerveau, ne sont pas des scans qui habituellement montrent des signes dans la maladie de Parkinson. Il y a certains développements au niveau de genre d'IRM qui font des analyses un peu plus poussées de certains aspects du cerveau qui peuvent des fois démontrer des signes de la maladie de Parkinson, mais ce ne sont pas des scans qui sont faits de façon régulière ou routine dans les examens qu'on fait en contexte clinique. Ce sont encore des scans qui sont principalement utilisés en recherche. Est-ce que c'est les fameux DAT scans? C'est bien ça? Alors, j'y venais à ça aussi. Il y a aussi le DAT OK. scan, qui est un scan qui vient vraiment évaluer la fonction des neurones qui produisent la dopamine. Alors, ça aussi, c'est un scan qui peut être utile dans certains contextes quand même assez restreints. Alors, on l'utilise de façon très, très rare, je dirais généralement, mais des fois, chez certaines personnes qui sont en très, très, très début de la maladie de Parkinson et chez qui il y a une difficulté à poser le diagnostic et pour qui la possibilité d'avoir un diagnostic plus précis, plus vite est importante. Des fois, on peut se pencher sur l'utilisation du DAT scan. Ce n'est pas un test qui est facilement accessible généralement au Canada. En fait, au Canada, on l'a seulement depuis quelques années. OK. Et donc, ce scan, si je comprends bien, favorise l'idée de déterminer si c'est la maladie de Parkinson ou une autre maladie neurodégénérative, par exemple? Alors, principalement, on utilise ce scan-là dans deux contextes. Des fois, il y a des personnes avec un tremblement essentiel. Ça, c'est l'autre maladie qui les gens se posent Apparenté. Oui, bien, apparenté, pas au niveau du mécanisme de la maladie, mais apparenté dans le sens que le tremblement essentiel, c'est aussi une maladie où on manifeste avec un tremblement. C'est généralement pas un tremblement au repos. Alors ça, c'est quand même une distinction clinique assez importante, mais il y a quand même des situations où une personne avec un tremblement au repos a un peu un tremblement à l'action et une personne un tremblement à l'action, donc en utilisant les membres, peut avoir aussi un tremblement au repos. Dans ces cas-là, le DAT scan peut être utile pour aller voir s'il y a une perte de la fonction dopaminergique, parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment unique à la maladie de Parkinson, qu'on ne verrait pas chez les personnes qui sont atteintes de tremblement essentiel. L'autre situation, c'est des personnes qui ont pris certains médicaments, généralement dans le contexte d'être traitées pour une maladie psychiatrique. Et il y a un certain groupe de médicaments qui affectent la fonction dopaminergique. Et ces personnes-là peuvent des fois aussi manifester avec certains symptômes qui s'apparentent à la maladie de Parkinson, alors ce qu'on appelle le parkinsonisme. Parkinsonisme, c'est un terme qu'on utilise qui est vraiment descriptif, qui réfère simplement à une certaine lenteur au niveau du mouvement, de la rigidité et un tremblement ou pas nécessairement. Alors, des changements qui pourraient ressembler à la maladie de Parkinson sans nécessairement vouloir dire que la personne a la maladie de Parkinson en tant que telle.
Mais alors, ces médicaments-là peuvent des fois causer du parkinsonisme et dans certaines situations, ce scan-là peut aussi aider à différencier les deux. Mais même là, ça devient assez complexe. Alors, finalement, ce scan-là n'est pas un scan qui est nécessaire très souvent pour poser le diagnostic. C'est aussi que dans la situation où quelqu'un aurait un tremblement, puis on n'est pas sûr si c'est un tremblement de la maladie de Parkinson ou un tremblement relié à un tremblement essentiel. C'est sûr que pour l'individu qui fait face à ce tremblement-là, c'est très important de savoir le plus tôt possible si c'est l'un ou si c'est l'autre, parce que les implications sont très différentes. Mais c'est aussi le cas que le temps va donner la réponse. Alors, l'évolution sur le temps, que ce soit sur 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, ce qui est évidemment une période très longue pour une personne qui attend un diagnostic clair, mais le temps va éventuellement aussi donner la réponse. OK, je comprends. Et si on parle un peu des professionnels impliqués, qui sont, à votre avis, les professionnels qui sont impliqués et quel est leur rôle? Par exemple, je sais qu'un neurologue va émettre un diagnostic, mais est-ce qu'il y a d'autres professionnels, d'autres types de médecins qui peuvent émettre justement ce diagnostic? Oui, alors si on parle du diagnostic, moi j'ai vu des patients qui avaient reçu un diagnostic du médecin de famille, puis des fois que le médecin de famille, le médecin généraliste avait même initié la médication. Ça peut être très raisonnable si cette personne-là se sent très confortable avec son diagnostic. Les gériatres sont impliqués dans pour poser le diagnostic et aussi pour assurer le suivi des personnes atteintes de maladie de Parkinson, les neurologues et aussi les neurologues qui ont une spécialité en troubles du mouvement. Mais ce n'est pas seulement un neurologue spécialisé en troubles du mouvement qui peut poser le diagnostic de maladie de Parkinson. En général, c'est un diagnostic qui est quand même assez clair à poser. Il y a des diagnostics en neurologie qui sont plus difficiles que d'autres et dans la majorité des cas, le diagnostic de la maladie de Parkinson se pose quand même relativement facilement. Pas chez quelqu'un qui a des symptômes depuis, qui a découvert un tremblement au repos il y a quelques semaines seulement. Alors, c'est sûr qu'il faut une certaine évolution au niveau des symptômes pour être capable de déceler les signes dont on parlait plus tôt. Mais une fois que ces symptômes-là et ces signes-là sont présents, le diagnostic se pose quand même assez facilement. OK. Et si on parle d'autres professionnels, par exemple, des ergots, des physios, quel est leur rôle, eux, dans le début ou dans le processus de diagnostic? Bien, ces personnes-là ont aussi beaucoup d'expérience à évaluer des personnes avec des maladies neurologiques ainsi que des maladies spécifiquement neurodégénératives. Alors, ces personnes-là peuvent être très aidantes pour peut-être suggérer que quelqu'un qui n'est pas encore vu par un neurologue soit vu par un neurologue. Dans le contexte de pose du diagnostic, dans notre clinique, c'est nous, les neurologues, qui posons le diagnostic, mais les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, ainsi que d'autres thérapeutes et d'autres cliniciens dans notre clinique sont surtout très importants dans les débuts, selon les besoins de la personne, pour offrir un support additionnel. Alors, ces personnes-là peuvent poser un diagnostic, mais c'est souvent plutôt le neurologue qui va poser le diagnostic. OK, parfait. Et maintenant, ma question suivante, elle est par rapport à certaines personnes pour qui c'est un peu plus long pour obtenir un diagnostic. Est-ce que, par exemple, des facteurs comme l'âge ou le sexe peuvent influencer ce processus qui prend peut-être pour certaines personnes plus de temps? Oui, alors je peux peut-être commencer avec l'âge. Alors, la moyenne de l'âge à laquelle une personne va être diagnostiquée avec la maladie de Parkinson, c'est environ dans la mi-soixantaine. Alors, c'est sûr que quelqu'un qui se présente avec des symptômes qui seraient possiblement liés à la maladie de Parkinson, mais dans la vingtaine, la trentaine ou la quarantaine, de poser le diagnostic, c'est moins évident parce que c'est beaucoup moins probable que cette personne-là ait la maladie de Parkinson. Le problème est un peu l'inverse chez les personnes qui ont un âge un peu plus avancé. Alors, de poser le diagnostic de la maladie de Parkinson chez quelqu'un qui est dans la 70aine avancée, la 80aine, des fois chez les personnes qui ont 90 ans et plus, là, le problème est surtout que avec l'âge, il y a beaucoup de processus au niveau du cerveau qui sont associés avec l'âge. Alors, d'autres maladies neurodégénératives peuvent aussi apparaître. Les ACV ont plus tendance à s'accumuler avec l'âge. En général,
Les maladies vasculaires peuvent endommager jusqu'à un certain point le cerveau. Et toutes ces petites choses-là qui sont liées à l'âge s'accumulent avec le temps. Alors, quand la maladie de Parkinson vient s'ajouter à ces autres choses-là, des fois, ça peut être plus difficile de vraiment déceler les aspects de la maladie qui sont vraiment uniques à la maladie de Parkinson. Ouais, c'est Oui, ce que... parfait. Et pour, en ce qui concerne le sexe, par exemple, homme-femme, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ça pourrait accentuer ces délais? Ça, je dirais que non. Puis, on n'a pas noté que dans la façon de manifester les symptômes moteurs, qu'il y a une différence au niveau des femmes versus les hommes, la tendance à avoir un tremblement au repos, la tendance à avoir de la rigidité ou un ralentissement au niveau des mouvements. OK, donc c'est relativement pareil. Si je comprends bien, donc le facteur principal qui pourrait représenter un certain délai, c'est l'âge, étant donné que pour les jeunes, par exemple, on n'a pas tendance à penser que ça pourrait être du Parkinson. Exact. Parfait. Et quand est-ce qu'il faut consulter, à votre avis? Quand on commence à avoir des symptômes, c'est quand qu'il faut se dire, ah, peut-être qu'il faudrait que j'aille voir mon médecin de famille, mon gériatre ou un neurologue? Bien, je dirais que c'est selon le niveau auquel on est inquiet. L'importance du diagnostic précoce chez les personnes avec la maladie de Parkinson, c'est vraiment pour venir supporter l'expérience que quelqu'un a de ces symptômes. Alors, c'est sûr que j'ai eu l'expérience de rencontrer des patients qui reçoivent finalement un diagnostic de Parkinson après un long délai où ils ont des fois des mois, des fois des années, des fois plus, eu l'expérience de certains symptômes et qui ont eu de la difficulté à poser le diagnostic. Et cette période-là peut être difficile à vivre. Alors, un diagnostic qui se fait tôt dans la maladie peut être rassurant, mais il y a pas de... la façon qu'on traite la maladie ne change pas selon le moment du diagnostic. Et la décision de commencer le traitement pour la maladie de Parkinson, qui demeure présentement un traitement pour venir alléger les symptômes et non pour modifier la progression de la maladie au niveau du cerveau, bien, la décision d'initier le traitement, c'est vraiment selon le niveau auquel cette personne-là elle est dérangée par les symptômes et le niveau auquel les symptômes affectent la fonction. Mhm. Alors, si les symptômes n'affectent pas notre fonction, si on a noté un petit tremblement, mais c'est quelque chose qui apparaît seulement de temps en temps, puis ça ne nous dérange pas, puis on n'est pas pressé d'aller voir quelqu'un, il n'y a pas de tort à prendre cette approche-là. Alors, mais quelqu'un qui se sent très inquiet face à certains développements, c'est sûr que ça vaut la peine dans ces cas-là d'aller consulter son médecin de famille ou un généraliste pour voir s'il y aurait raison d'ensuite consulter un neurologue ou un gériatre. Oh, parfait, excellent. Bien, merci beaucoup, Dr. Sharp, pour ces explications qui sont vraiment très claires. Maintenant, je vous propose d'écouter avec nous le témoignage d'Isabelle Lévesque, qui va nous raconter son parcours vers le diagnostic de la maladie de Parkinson. Je m'appelle Isabelle Lévesque, j'ai 55 ans, maman de 2 enfants de 26 ans et 22 ans. En mai 2023, j'ai reçu le diagnostic de maladie de Parkinson. Depuis ce diagnostic, ma vie a beaucoup changé. J'ai dû faire des choix, j'ai quitté mon emploi. Je suis partie en voyage pendant 6 mois parce que j'avais ce sentiment d'urgence de vivre. En fait, en 2020, j'ai réalisé que j'avais de plus en plus de difficultés à écrire avec ma main droite. J'en suis venue à un moment donné à ne même plus être capable de signer mon nom et ça commençait également à se répercuter sur la capacité à écrire au clavier. Et comme je suis une professionnelle en communication et en gestion, l'écriture pour moi est quelque chose de super important, donc ça m'impactait dans mon travail. À ce moment-là, j'ai cru que ça provenait parce que j'avais eu un accident de moto il y a quelques années et j'avais eu une fracture de l'humérus. Et j'ai cru que j'avais peut-être un nerf coincé à quelque part qui pouvait créer ça. J'ai consulté mon médecin de famille, je suis allée voir un ostéopathe, un physio. On a fait des injections, on a essayé différentes choses jusqu'au jour où mon médecin m'a dit « il faudrait peut-être que tu ailles voir un neurologue ». Et finalement, après 8 mois d'attente, je suis allée voir un neurologue. Quand j'ai eu ce rendez-vous-là, je me suis présentée seule à la clinique du neuro un mardi matin en pensant qu'il allait me dire que j'avais un nerf coincé dans mon cou. Il a fait un examen
Et il m'a asséné le diagnostic. Il m'a dit « Vous avez la maladie de Parkinson. Continuez à faire de l'activité physique. Vous êtes jeune. Vaut mieux ne pas prendre de médication pour l'instant. Je vous revois dans 3 mois. » Je suis sortie du bureau du neuro un peu sous le choc et je me disais « OK, qu'est-ce que je fais maintenant? » 2 semaines plus tard, j'ai vu mon médecin de famille et je lui ai dit « J'aimerais ça voir un autre neurologue. Je voulais avoir un 2e avis. » Alors, j'ai trouvé une neurologue au privé. Elle a répondu à toutes mes questions, mais elle m'a confirmé le diagnostic de maladie de Parkinson. Rapidement, ça a fait du sens parce qu'il y a quelques années, j'avais commencé à perdre l'odorat. Et je m'étais rendu compte aussi que j'avais plus de difficultés à gérer le stress. Je sentais comme une fébrilité dans mon corps. Mais à ce moment-là, étant donné que j'étais dans la jeune cinquantaine, je pensais que c'était des symptômes reliés à la préménopause. Finalement, j'ai rencontré un 3e neurologue et il m'a répondu « En ce moment, vous avez une certaine difficulté au niveau de votre qualité de vie, au niveau de votre écriture. » Et il m'a recommandé de commencer la médication. Ce que je pourrais dire à quelqu'un qui est en processus d'obtenir un diagnostic ou de faire des examens, bien, on ne meurt pas de la maladie de Parkinson. On peut encore avoir une belle vie avec la maladie de Parkinson. Je peux même dire que le diagnostic de la maladie de Parkinson a été un élément majeur dans ma vie parce que j'ai pris des décisions de me réorienter professionnellement pour avoir plus d'équilibre de vie. Moi, à l'heure actuelle, je suis chanceuse parce que la maladie ne m'affecte pas dans mon quotidien. Mes symptômes sont encore relativement légers. Je suis consciente que ça ne sera pas toujours comme ça, mais pour l'instant, je profite de cette qualité de vie que j'ai. Merci beaucoup à Isabelle pour ce témoignage qui illustre donc son histoire et son parcours à elle. Dr Sharp, dans son témoignage, Isabelle mentionne que lors de sa première consultation, le neurologue n'a pas prescrit ou n'a pas recommandé de médication. Est-ce que c'est courant? Je sais qu'on en a parlé un peu tantôt, mais est-ce que c'est quand même une approche qui est courante à la suite d'un diagnostic? Alors, la décision de commencer ou non le traitement pour la maladie de Parkinson dès le diagnostic, c'est vraiment une décision qui est personnelle. Comme on a mentionné, les traitements pour la maladie de Parkinson, qui principalement sont, si on parle surtout du traitement en lien avec la modulation de la dopamine. Alors, la carbidopa, levodopa serait le médicament le plus fréquemment prescrit. Ce sont des médicaments qui viennent alléger principalement les symptômes moteurs. Alors, quelqu'un qui n'est pas du tout dérangé par ces symptômes moteurs, alors par exemple, quelqu'un qui a un tremblement au repos et qui n'est pas dérangé par son tremblement au repos, n'a pas besoin de commencer la médication pour le Parkinson. Alors, j'ai autant de patients qui ont un tremblement au repos qui sont très dérangés par ce tremblement parce que la sensation les dérange et donc qui choisissent de commencer le traitement pour la maladie de Parkinson parce que c'est un symptôme qui affecte leur qualité de vie. Et j'en ai aussi plusieurs qui, dans les premiers mois, les premières années, tout dépend de la personne, parce que ça, on ne l'a pas encore dit, mais on sait que l'évolution, elle est très variable d'une personne à l'autre. Mais des personnes pour qui le tremblement n'est pas problématique. Peut-être que c'est parce que c'est en lien avec leurs activités dans la vie de tous les jours ou pour quelconque raison. Et ces personnes-là vont choisir d'attendre parce qu'elles ne remarquent pas que la maladie de Parkinson les affecte dans la vie de tous les jours. Alors, c'est vraiment une décision personnelle. Les gens nous rapportent souvent que ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils ont lu semble suggérer plusieurs choses. Alors, une des choses qu'on entend, c'est que les gens craignent que si on commence à prendre la médication, ou plutôt que après un certain temps, la médication cesse de fonctionner. Et donc, ces personnes-là se disent, pourquoi commencer la médication maintenant? Parce que ça veut dire que ça va cesser de fonctionner plus tôt, je devrais attendre. Et ça, c'est un mythe.
la médication pour le Parkinson fonctionne ce qui détermine à quel point la médication va aider, c'est vraiment le stade de la maladie. Alors, après un certain temps, quand la maladie elle est très, très avancée, la médication fonctionne moins bien parce que les régions du cerveau qui dépendent de cette médication-là réussissent moins bien à comme intégrer la médication dans le cerveau. Mais qu'on commence à la prendre tôt ou qu'on délaie l'initiation de la médication pour commencer à la prendre plus tard ne change en rien la durée de temps que la médication va nous apporter un bénéfice. Alors ça, c'est une crainte que les gens ont. Une deuxième crainte est en lien avec les effets secondaires de la médication. Alors, un des effets secondaires les mieux décrits et probablement les mieux connus, c'est le risque de développer des dyskinésies. Des dyskinésies, ce sont des mouvements anormaux, involontaires. Alors, c'est un peu comme un mouvement de danse en continu. Ça, c'est un symptôme qui est dû spécifiquement aux médications qui viennent moduler le niveau de dopamine dans le cerveau. Et effectivement, c'est un effet secondaire qui apparaît avec le temps et qui et dont l'apparition est en lien avec la durée de temps pendant laquelle on a été exposé aux médicaments dopaminergiques et la dose de médicaments dopaminergiques qu'on a reçus. Ce n'est pas tout le monde qui développe des dyskinésies et ce qu'on croit comprendre, c'est que les personnes qui vont éventuellement développer des dyskinésies vont les développer de toute manière, qu'on commence la médication tôt ou tard, et que généralement, ce qui détermine le plus l'intensité des dyskinésies, c'est aussi le stade auquel on est arrivé avec la maladie de Parkinson. Alors, il y a certaines études qui ont été faites, par exemple, pour dire que certaines personnes n'ont pas eu accès à aux médicaments pour la maladie de Parkinson pendant, mettons, les 5-10 premières années. C'est un peu exagéré comme exemple, versus des personnes qui ont eu accès à ces médicaments-là dès le début de la maladie. Éventuellement, l'intensité des dyskinésies chez ces deux groupes-là, quand les deux sont exposés au traitement, va être le même. Mais clairement, les personnes qui commencent plus tôt vont commencer un peu plus tôt les dyskinésies. Le deuxième point à faire en lien avec les dyskinésies, c'est que d'autres études ont été faites pour évaluer la qualité de vie. Alors, comme on vient de le dire, c'est un traitement qui vient vraiment réduire les symptômes, qui n'affecte pas la progression de la maladie, et ces symptômes-là peuvent diminuer la qualité de vie si on a des rigidités, si on ressent de la lenteur, si on a un tremblement qui est dérangeant. Et au final, la qualité de vie semble généralement être meilleure chez les gens qui prennent la médication pour diminuer les symptômes que pour les personnes qui essaient de retarder le début de la maladie, donc qui tolèrent certains symptômes sans les traiter, qui éventuellement prennent les traitements pour la maladie de Parkinson et dans ce sens, oui, réussissent à retarder un peu le début des dyskinésies, mais au final se retrouvent avec les mêmes dyskinésies, mais par contre ont retardé pendant les premières années la prise des médications et donc ont dû tolérer un certain niveau de symptômes. C'est sûr que c'est personnalisé moi, j'ai l'impression que les gens ont un peu de difficulté avec cette décision-là, surtout parce qu'il y a comme un stress associé à ça. Alors, est-ce que le symptôme me dérange vraiment? Est-ce que le symptôme affecte vraiment ma qualité de vie? Est-ce que c'est vraiment au point où je devrais commencer la médication? Alors, la façon que moi, j'en parle avec mes patients, c'est que le traitement de la maladie de Parkinson, c'est pas un traitement qu'on commence puis ensuite on est commis à vie pour continuer à le prendre. On peut faire l'essai. Comme ça, on peut découvrir pour nous-mêmes à quel point est-ce que le médicament nous aide dans nos symptômes, à quel point est-ce que on se sent mieux. Et ensuite, on peut vraiment prendre une décision informée. Finalement, clairement, ça vaut la peine parce que ma qualité de vie, elle est meilleure. Et là, les gens réalisent qu'il y a un bénéfice à prendre la médication. Et chez certaines personnes, parce que souvent, les symptômes sont quand même assez faibles au début de la maladie, ne vont pas trouver qu'il y a des bénéfices particuliers. Peut-être qu'ils vont être dérangés par certains effets secondaires et vont décider de cesser de prendre la médication et la reprendre et on refait l'essai dans l'année qui suit ou 2 années plus tard. Alors, ça dépend vraiment des individus. C'est vraiment de l'essai-erreur. Là. Mais c'est vraiment de l'essai-erreur, oui. Ouais. OK. Et lorsqu'on reçoit un diagnostic de la maladie de Parkinson, nous, ce qu'on entend souvent, c'est que ça vient comme un choc. Dans le fond, une fois que le diagnostic est posé, est-ce qu'il y a des actions ou des recommandations médicales à privilégier tout de suite à la suite du diagnostic? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de recommandations médicales qui sont importantes au moment du diagnostic. C'est sûr que les gens entendent que l'exercice est important, mais
c'est pas une urgence. Et l'exercice, c'est important parce qu'en général, les gens qui font de l'exercice régulièrement rapportent une meilleure qualité de vie, puis ça peut être aidant pour toutes sortes de domaines dans la vie. Mais il y a aucune recommandation médicale qui est nécessaire ni urgente après le diagnostic, après avoir reçu un diagnostic de maladie de Parkinson. Et c'est sûr que j'ai noté chez les personnes avec qui qui sont dans ma pratique que pour certaines, des fois plus que d'autres, des fois parce que certaines personnes arrivent déjà avec la sensation parce qu'ils ont fait de la lecture ou ils ont vu déjà plusieurs professionnels, ils s'attendent au diagnostic de maladie de Parkinson, tandis que d'autres, pas du tout. Alors, c'est clairement, chez ces personnes-là, ça peut être un grand choc. Et je dirais que sans avoir d'expérience personnelle à ce niveau-là, qu'il faut le prendre comme tout autre défi dans la vie. Alors, les choses qu'on peut faire pour soi-même, pour trouver des sources de support quand on vit un grand choc et un grand défi, ce sont les mêmes suite à un diagnostic de maladie de Parkinson. Donc, en gros, d'abord apprendre à vivre avec et ensuite, on voit ses erreurs, on fait de l'activité physique, on essaye avec les médicaments et ses erreurs. Donc, OK, c'est bien compris. C'est surtout quelque chose à apprivoiser. Oui. C'est comme la connaissance d'avoir maintenant un diagnostic qui ne change pas d'un jour à l'autre qui on est, mais ça change notre vision du futur, peut-être de façon véridique ou pas véridique, parce que les gens s'imaginent aussi beaucoup de choses en lien avec la maladie de Parkinson, mais c'est comme une réalité qu'il faut apprivoiser. OK, parfait. Et est-ce qu'il y a des actions ou des traitements qui existent qui peuvent ralentir l'évolution ou atténuer les symptômes? Alors, pour ralentir l'évolution de la maladie de Parkinson, ça serait des médicaments qui pourraient ralentir la progression au niveau du cerveau. Des médicaments comme ça, nous n'en avons pas présentement, mais il y en a beaucoup qui sont à l'étude et je sais que vous avez fait un webinaire récemment au niveau de la recherche à cet égard-là. Pour atténuer les symptômes, alors les médicaments dopaminergiques dont on vient de parler peuvent atténuer les symptômes, mais ça, c'est vraiment un focus sur les symptômes moteurs. Il y a aussi les symptômes en lien avec le sommeil, avec le fonctionnement autonomique. Ça serait comme les changements au niveau de la pression orthostatique, la constipation, le contrôle de la vessie. Tout ça, ce sont des symptômes associés à la maladie de Parkinson et qui peuvent être traités par des médicaments qui n'ont pas été conçus seulement pour la maladie de Parkinson. Alors, par exemple, des traitements pour l'anxiété ou pour la dépression, on utilise les mêmes chez les gens atteints de Parkinson qu'on utiliserait dans un contexte autre que le Parkinson. Mm-hmm. Alors, tout ça, et là, je parle des médicaments, mais il y a aussi plusieurs approches non pharmacologiques pour tous ces symptômes-là aussi qui peuvent être prises pour atténuer les symptômes en lien avec la maladie de Parkinson. L'exercice, c'est quelque chose qui reçoit beaucoup d'attention. C'est très bien. Et c'est sûr qu'on en parle avec la grande majorité de notre population de patients, comme quoi il y a des bénéfices à l'exercice certains sont peut-être spécifiques à la maladie de Parkinson, mais ça, c'est encore moins clair. Ce qui est clair, c'est que chez les personnes qui font de l'exercice régulièrement, oui, il semble avoir une atténuation au niveau des symptômes, mais ça ne veut pas nécessairement dire que la maladie, elle est ralentie, que la progression de la maladie, elle a été affectée par l'exercice. Mais l'exercice, il y a des bénéfices. Il y a aussi des bénéfices au niveau de l'exercice parce que c'est sûr que c'est important pour maintenir sa santé en général et aussi la santé en lien avec le cerveau. Alors, on parlait tantôt de maladies vasculaires, de risques avec l'âge d'avoir un ACV, et toutes sortes d'autres facteurs qui peuvent aussi affecter le cerveau. Alors, l'exercice peut avoir des bénéfices pour réduire le risque de ces autres processus-là au niveau du cerveau qui peuvent venir aussi avoir un rôle à jouer au niveau du fonctionnement du corps et cognitif, comportemental, moteur. OK. On avait parlé tantôt un peu des différents types de professionnels de la santé qui peuvent nous aider là, lors d'un diagnostic. Un peu plus tard, à la suite du diagnostic, à votre avis, quel professionnel devrait être impliqué, dans le fond, juste un peu après le diagnostic? Alors, là aussi, il n'y a pas de règle générale parce que tout dépend de l'individu. Alors, si quelqu'un, au niveau du diagnostic ou dans les premières années qui suivent le diagnostic, alors, par exemple, quelqu'un pour qui la voix deviendrait vraiment très douce. Alors ça, le terme en anglais, c'est hypophonie en français.
Ça, c'est un symptôme qui est quand même assez commun, mais plus problématique pour certaines personnes que d'autres. Et des fois, dès le début du diagnostic, dès le début de la maladie, très tôt après le diagnostic, ces personnes-là, on va les référer Orthophonie. en orthophonie, merci, pour les aider à gérer ce symptôme-là. Mais certaines personnes ne souffriront jamais ou jamais de façon très, très sévère d'hypophonie. Donc, d'autres personnes n'auront pas besoin de voir un orthophoniste. Alors, c'est vraiment individuel. Tout comme certaines personnes ont des difficultés à la démarche plus que d'autres, et les personnes qui ont plus de difficultés au niveau de l'équilibre ou de la démarche, on va les envoyer en physiothérapie plutôt que quelqu'un d'autre. Mais en général, les cliniciens vers qui on se tourne dans le cadre quand on gère la maladie de Parkinson peuvent inclure la physiothérapeute, l'ergothérapeute, l'orthophoniste, un ou une travailleuse sociale. Dans notre clinique, on a la chance d'avoir des infirmières avec qui on travaille aussi. Et toutes ces personnes-là amènent une perspective différente. Alors, c'est sûr que ça peut être intéressant pour les cliniciens qui travaillent ensemble en équipe ainsi que pour la personne qui est atteinte de la maladie de Parkinson. Mais il n'y a pas de règle d'or. Certaines personnes n'auront pas besoin de ces services-là ou auront besoin de ces services-là seulement après plusieurs années avec la maladie de Parkinson. Donc, si je comprends bien, l'idée, c'est de bâtir son équipe de soins selon ses besoins au fur et à mesure, et les besoins progressent également. Donc, au fur et à mesure, on bâtit l'équipe de soins comme on en a besoin. Exactement. Parfait. Pour terminer, j'aimerais savoir, à votre avis, qu'est-ce qui peut aider au quotidien après un diagnostic? Est-ce qu'il y a, par exemple, des ressources qui sont disponibles pour accueillir les personnes qui sont atteintes? Alors, on réfère souvent nos patients à Parkinson Québec ainsi qu'à d'autres organismes qui sont, je crois, et en fait même on a étudié ça chez certains groupes de patients au niveau des troubles cognitifs. Toutes ces sources-là d'informations peuvent être très, très utiles. Certaines personnes préfèrent ne pas s'informer autre que durant l'interview clinique avec le médecin ou avec le reste de l'équipe. Mais moi, je dirais que ce sont ces ressources-là qui sont les plus importantes pour les personnes qui recherchent de l'information. Excellent. Parfait. Bien, merci beaucoup pour ces réponses, Dr. Sharp. C'est toujours, encore une fois, très, très clair. On va donc passer à la prochaine phase de notre webinaire, celle des questions du public. Donc, la première question que nous avons, c'est la suivante. Est-ce qu'il est possible d'avoir un diagnostic de Parkinson sans avoir passé de scan? On en a parlé un peu, mais peut-être faire un retour rapide. Oui, alors c'est vraiment un point important. Le diagnostic de Parkinson, c'est un diagnostic clinique, donc il se pose vraiment dans le bureau du médecin sans avoir nécessairement recours à un scan du cerveau. Parfait. Est-il possible de diagnostiquer une personne en début de maladie si les tremblements sont peu présents? Ça aussi, on en a parlé. On peut peut-être faire un petit retour rapide. Oui, ça aussi, je pense que c'est important parce que le tremblement prend vraiment une grosse présence dans la description ou l'image que les gens se font de la maladie de Parkinson. Mais effectivement, le tremblement au repos n'est pas nécessaire pour poser un diagnostic de maladie de Parkinson. Et environ 30% des gens avec des personnes atteintes de maladie de Parkinson n'auront pas de tremblement au repos. Parfait. Quelle est l'espérance de vie à la suite d'un diagnostic? Alors, la maladie de Parkinson n'est pas vraiment associée à un rétrécissement de la durée de vie. C'est la durée de vie et la durée de vie. Donc, la maladie n'est pas une maladie, finalement, qui va nécessairement mener à un décès. Parfait. Et la prochaine question, comment être pris en charge au public? Autrement dit, quelles sont les étapes ultimes pour arriver à voir, j'imagine, le spécialiste qui va faire le diagnostic? Alors, le parcours le plus typique, c'est quelqu'un remarque des symptômes, se dirige vers son médecin de famille ou un médecin généraliste pour une évaluation. Des fois, il y a d'autres évaluations qui vont avoir lieu, mais éventuellement, cette personne-là va être référée en clinique de neurologie, le plus typiquement, pour ensuite recevoir un diagnostic de maladie de Parkinson. Parfait. Est-il possible d'avoir un test qui indique au début de Parkinson, un début de Parkinson, même avant d'avoir des symptômes physiques? Alors, dans le contexte de la recherche, il y a plusieurs développements présentement
pour justement développer un test qui permet de faire ça. Et il y a plusieurs tests qui sont très prometteurs pour indiquer la présence de changements au niveau du cerveau qui seraient associés à la maladie de Parkinson. Mais ces tests-là ne permettent pas de poser le diagnostic de Parkinson. Et ce ne sont pas des tests qui sont utilisés dans le contexte clinique. Alors, c'est vraiment au niveau de la recherche. Et la raison pour laquelle, dans le contexte de la recherche, c'est très intéressant et important d'avoir des tests qui permettraient de diagnostiquer la maladie de Parkinson dans la période qui précède l'apparition de symptômes, c'est qu'éventuellement, quand on va avoir une thérapie pour pouvoir ralentir la progression ou même prévenir le développement de la maladie de Parkinson, on va vouloir appliquer ce traitement-là aux personnes qui sont dans les stades très, très, très précoces. Donc, on va avoir besoin d'un test qui va être capable de déceler la présence au niveau du cerveau d'un très début de pathologie de maladie de Parkinson avant l'apparition de symptômes. Mm-hmm. Mais présentement, dans le contexte clinique, ce n'est pas quelque chose qui existe ni quelque chose qui serait utile. OK, parfait. Nous avons reçu aussi une question autre que Parkinson Québec. Avons-nous une liste d'organismes pouvant soutenir la maladie de Parkinson? Je vais prendre un peu cette question parce qu'en fait, oui, Parkinson Québec travaille avec des partenaires régionaux à travers la province qui, eux, vont offrir du soutien de proximité dans leur région locale. Donc, ils sont au courant des besoins de leur communauté de manière locale et vont pouvoir offrir des services de proximité. Donc, je vous dirais que Parkinson Québec ainsi que les partenaires régionaux peuvent vous offrir du soutien, de l'information, etc. Parfait. Je passe à la prochaine question. Que permet la prise du médicament Levocarb sur la maladie et son évolution? Que peut engendrer la non-prise du médicament cité précédemment? On en a parlé un peu aussi également. Oui. Alors, le médicament Levocarb, ça, c'est la carbidopa-levodopa. Alors, levodopa, c'est le précurseur à la dopamine. Quand on prend ce médicament, éventuellement, il se rend dans le cerveau, puis c'est converti en dopamine, tout comme le cerveau, normalement, produit de la dopamine. Et, comme on le disait tantôt, c'est un médicament qui vient alléger les symptômes de la maladie de Parkinson et de retarder la prise de ce médicament-là, donc d'essayer d'attendre 6 mois, 12 mois, 18 mois, peu importe, avant d'initier la prise du médicament, ne change rien à l'évolution de la maladie dans le cerveau, ainsi que d'en prendre beaucoup très tôt ne change pas non plus l'évolution de la maladie dans le Parkinson. Il y a très longtemps, il y avait eu alors je parle dans les 30, 40, même dernières années, on s'était questionné, est-ce que ce médicament-là pourrait être toxique au cerveau ou à l'inverse, est-ce que le médicament pourrait aussi permettre un ralentissement de la maladie? Et plusieurs études ont été faites pour justement déterminer que c'est ni l'un ni l'autre. C'est vraiment un médicament qui vient alléger les symptômes de la maladie de Parkinson. Parfait. Prochaine question. Je suis atteinte de tremblements essentiels avec médication depuis 30 ans. Il y a 10 ans, on m'a appris que j'avais aussi le Parkinson. Comment être certaine que je fais réellement du Parkinson? Alors, le tremblement essentiel, c'est une condition qui mène à un tremblement, généralement un tremblement à l'action, alors que les gens vont décrire qu'ils ont un tremblement en mangeant de la soupe ou en écrivant. Le tremblement du Parkinson, classiquement au repos, mais beaucoup de personnes avec le tremblement au repos vont aussi nommer qu'ils ont un tremblement en mangeant de la soupe ou en écrivant. Alors, c'est pas nécessairement noir et blanc au niveau du tremblement. Mais comme on le disait plus tôt, la maladie de Parkinson est associée avec d'autres changements au niveau du fonctionnement moteur, au niveau du contrôle de la fonction motrice. Et ces changements-là sont uniques à la maladie de Parkinson, ne sont pas des symptômes qu'on s'attendrait à avoir avec la maladie du tremblement essentiel. Alors, comme on disait tantôt, la rigidité, la lenteur au niveau des mouvements, les changements au niveau de la démarche, et dans des cas plus avancés, des symptômes comme le freezing. Mm-hmm. Alors, ça, c'est la marche à petits pas ou vraiment être en blocage. Ça, ce sont des symptômes qui sont vraiment associés à la maladie de Parkinson et qui ne peuvent pas être expliqués par la maladie par le tremblement essentiel. Alors, c'est une question d'évolution, d'historique et aussi à l'examen physique qu'on est capable de déceler la différence entre les deux. OK, parfait. Prochaine question. Ma mère vient d'une famille de 15 enfants. Parmi eux, deux ont été diagnostiqués avec la maladie de Parkinson, dont ma mère et une sœur avec la SLA. Est-ce que ma génétique est un facteur de risque plus élevé de développer une maladie neurodégénérative? Alors
Alors, la génétique contribue à la maladie de Parkinson, mais contribue à la maladie de Parkinson dans le sens génétique très clair, où on a une mutation dans un gène, puis on est assez certain que c'est ça qui cause la maladie de Parkinson. Ça explique un très, 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 très petit pourcentage des cas de maladie de Parkinson. Alors, généralement, surtout chez les personnes qui ont été diagnostiquées après l'âge de 50 ans, on présume que la génétique ne joue pas un grand rôle. Alors, la question à avoir, ce serait, est-ce que ces personnes-là dans la famille ont elles-mêmes eu leur diagnostic de maladie de Parkinson plus tôt ou plus tard? C'est sûr que ça commence à soulever des questions quand plusieurs personnes d'une même famille ont un diagnostic de maladie de Parkinson, mais quand même, le rôle que ça joue si ces personnes-là ont été diagnostiquées plus tard est quand même assez minime. La pratique qu'on a, nous, dans notre clinique, c'est si quelqu'un est diagnostiqué avec la maladie de Parkinson et a un ou surtout deux personnes de sa famille proche qui ont aussi le diagnostic, là, on va décider de faire des examens génétiques si la personne elle est intéressée par ces résultats-là, mais on n'irait pas évaluer de façon au niveau génétique quelqu'un qui n'est pas elle-même déjà atteinte de maladie de Parkinson. OK. Et y a-t-il un lien entre la maladie de Parkinson et d'autres maladies telles que l'épilepsie, syncope, et la sclérose en plaques? Alors, il n'y a pas de lien entre la maladie de Parkinson et l'épilepsie, ni la sclérose en plaques, ni la SLA qu'on mentionnait tantôt. La syncope, syncope, c'est perte de connaissance. Des fois, ça peut être en lien avec une chute de pression. Et les chutes de pression, c'est quelque chose qu'on peut voir chez les personnes atteintes de maladie de Parkinson. Mais ça serait en tant que symptôme, mais non en tant que syndrome. Ouais. Existe-t-il une façon de déterminer si le déclin cognitif est lié à la maladie de Parkinson ou s'il s'agit simplement des changements cognitifs associés au vieillissement normal? Oui, alors ça, c'est très difficile comme question. Oui, il y a des façons de déterminer ça parce qu'on a des tests cognitifs qui nous permettent de déterminer si une personne, pour son âge, pour ses expériences de vie, son niveau d'éducation, a des changements cognitifs ou des déficits cognitifs qui seraient plus importants que ce à quoi on s'attendrait. Alors, si on voulait faire une examination de quelqu'un, et je dirais que généralement, les gens sont eux-mêmes capables de déceler, ainsi que les personnes, les proches autour d'eux, si les changements cognitifs sont plus que ce à quoi on s'attendrait dû à l'âge ou non. Mais ce que les gens décrivent souvent en lien avec l'âge et ce qui a été démontré aussi comme étant des changements cognitifs dus à l'âge, c'est vrai qu'il y a une très grande similarité aussi avec les choses qu'on peut déceler chez les personnes qui ont un début de maladie de Parkinson. Alors, des changements au niveau de l'attention, une tendance à... Les gens vont décrire ça souvent comme étant des oublis, des pertes de mémoire, mais on présume que c'est pas tellement un problème au niveau de la mémoire, mais plutôt un problème ou une difficulté ou un changement au niveau de la capacité à mettre ces processus d'attention vraiment à la bonne place pour être capable d'absorber l'information et ensuite être capable de s'en rappeler plus tard. Et ça, ce sont des choses qui, oui, il y a un aspect commun entre les effets de l'âge et les changements au niveau du Parkinson. Et c'est une question que les gens nous posent souvent et c'est vrai que c'est difficile de donner une réponse. Oui. Est-ce que vous considérez que les jambes sans repos font partie de la dyskinésie? Car j'ai de très gros spasmes et mouvements involontaires des jambes et aussi le bras, et ça dure très longtemps, ce qui m'empêche de dormir. Alors, les jambes sans repos et les dyskinésies ne sont pas la même chose. Et pour essayer de déterminer si c'est l'un ou si c'est l'autre, ce serait vraiment une question de parler avec le médecin puis essayer de voir le lien avec la prise de médication et les changements ou les facteurs qui peuvent alléger ou empirer les symptômes. Et ça devrait permettre aux médecins impliqués de faire la différence entre les deux. Parfait. Bien, merci beaucoup. C'était donc la dernière question. Merci beaucoup, Dr. Sharp, d'avoir été avec nous, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir répondu à nos nombreuses questions ce soir. Merci beaucoup de l'invitation. J'étais très contente d'être ici. Merci. Merci également à vous pour votre présence et pour votre participation. Ça a grandement enrichi notre webinaire. Je prends également l'opportunité de remercier
la Fondation Mirella et Lino Saputo, ainsi que Dessercom pour leur soutien financier. Et je vous rappelle que le webinaire sera diffusé dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de soirée et à bientôt.